Les députés élus pour le compte de la 7e législature ont pris officiellement fonction ce mardi 21 mai. Sur les 5 élus de l'opposition, 2 ont boycotté cette rentrée, notamment Paul Dodia-Pevon des Forces démocratiques pour la République FDR et Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Leur absence a suscité des interrogations au sein de l'opinion. Mais du côté de l'ANC, les raisons sont désormais connues. Le parti Orange a pris cette décision par une volonté de ne pas cautionner l'immoralité du régime selon les termes du secrétaire aux affaires politiques du parti Edem Achanti. Autrement dit, Jean-Pierre Fabre ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. Selon l'ANC, tout est mis en œuvre pour humilier le parti sur la scène politique, évoquant également les résultats des élections présidentielles de 2020 où le parti n'avait obtenu que 4% des voix. Par contre, Brigitte Kafuya-Djamagbo-Johnson, la seule élue de la dynamique pour la majorité du peuple DMP, était présente à la séance inaugurale et annonce vouloir défendre les aspirations du peuple. Les FDR, de leur côté, n'ont pas encore réagi. La ville de Lomé et ses environs ont connu ce mercredi une importante pluie qui a démarré aux environs de 8 heures. En effet, cette pluie qui a duré plusieurs heures a laissé de nombreux quartiers sous plusieurs centimètres d'eau. De nombreux habitants se sont retrouvés bloqués dans des zones inondées. En ce qui concerne le bilan humain et matériel, il est déjà évident que cette inondation a eu un impact dévastateur. Selon l'ANPC, la situation est critique dans les communes de Golfe 2, 5, 7 et Agouanivé 4, 6. Les quartiers les plus touchés par ce sinistre sont Bé-Arigo, Edjranawe, Novici, Aguiakome, Zonguera, Sanyrame, Agoué, Kitidjan, Aoussa Zongo, Kotokoli Zongo, Togblikope, Alanka, Aveji Anigbe, Seje, Dikame et Marché Aoussa Zongo. En ce qui concerne les bassins de rétention d'eau, les bassins de EPP 13 janvier, Léo 2000, Bézé de Lyon, Caméléon, Marché Edjranawe, Aveji 2, Segbe sont débordés. Notons que la phase de récupération s'annonce ardue. L'inondation survenue à Lomé ce jour laisse de nombreux quartiers de la ville de Lomé dans un état de désolation. Alors que les habitants commencent à relever les décombres, il est impératif que des mesures soient prises davantage pour renforcer la résilience de la ville face aux cataclysmes naturels. La défécation à l'air libre reste une pratique courante dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les zones rurales et les bidonvilles des pays en développement. Cette problématique perçue comme un enjeu majeur de santé publique pose également des défis sanitaires et environnementaux importants. Au Togo, par exemple, l'accès des installations sanitaires adéquates est loin d'être universel. Selon le Joint Monitoring Programme de 2019, seulement 16% de la population dispose de latrines. Cette situation est encore plus préoccupante dans les quartiers populaires et les zones rurales où les conditions d'assainissement restent précaires. L'absence de toilettes décentes contraint de nombreuses personnes, enfants et adultes, à déféquer dans les rigoles et les espaces publics, engendrant de nombreuses odeurs et une contamination environnementale. Les matières fécales exposées contaminent la nourriture et l'eau et contribuent à la propagation de maladies graves telles que le choléra et la diarrhée. L'Organisation mondiale de la santé estime que près de 2,2 millions de décès annuels sont liés à des maladies diarrhétiques dont une grande partie est attribuable à la contamination de l'eau par les excréments humains. Malgré les efforts des autorités togolaises visant à équiper chaque foyer de latrines sécurisées, beaucoup reste à faire. Pour améliorer la situation, une action conjointe entre la population et les autorités est nécessaire afin de promouvoir des pratiques d'assainissement durable et protéger l'environnement. L'éducation et la sensibilisation des communautés aux risques sanitaires liés à la défécation à l'air libre sont essentielles. Des initiatives locales doivent être renforcées pour fournir des infrastructures sanitaires adéquates et encourager l'adoption de comportements hygiéniques pour assurer la santé de tous les Togolais. L'hypertension artérielle est une maladie qui ne cesse de faire des victimes au Togo.
D'après les chiffres du ministère de la Santé, la proportion de ces cas recensés est passée de 19,27% à 27% en 2021. Ces statistiques concernent les populations de 15 à 64 ans et sont réalisées sur le quart de la population togolaise. Si l'hypertension artérielle semble prendre du terrain, n'oublions pas que plus de 80% des victimes d'accidents vasculaires cérébrales AVC sont hypertendues et qu'environ 6000 cas d'AVC sont recensés par an selon les experts de la santé. Parmi les facteurs qui augmentent le risque d'avoir une pression artérielle élevée figurent entre autres la consommation excessive d'alcool et du sel, le manque d'activité physique et surtout la surcharge pondérale ou l'obésité. Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes selon des habitants. Les autorités locales n'ont confirmé de leur côté que la mort d'une douzaine de personnes. Selon la police de l'État du Plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zourak et d'Akay fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala où la police dit avoir neutralisé 7 bandits. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences qui secouent la région depuis des années sont souvent liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et les terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux. Cette région du Nigeria est aussi connue pour ses importantes réserves d'étain, de zinc et de plomb. Les arrestations à la suite de telles attaques sont rares. En décembre, des assaillants ont tué au moins 140 habitants au cours d'une attaque qui a visé plus d'une douzaine de communautés. Pendant des années en Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, incarnait un mouvement visant à libérer les Noirs de l'oppression de la minorité blanche et à défendre le principe d'une vie meilleure pour tous. Mais 30 ans après être passé de mouvement de libération à parti politique au pouvoir, force est de constater que l'ancien favori du pays est boycotté. Cela m'a vraiment blessé. Je travaille avec des enfants qui ont besoin d'être pris en charge et l'ANC fait tout sauf prendre en charge ce que je fais. Ce n'est pas forcément pour l'organisation dans laquelle je travaille, mais pour toutes les structures qui aident les enfants. L'ANC devrait être le premier donateur à aider à s'assurer que l'enfant noir africain va à l'école avec des chaussures et a de quoi manger. Parce qu'on ne peut pas aller en classe l'estomac vide, on ne peut rien apprendre. C'est donc vers 2010-2011 que j'ai décidé de changer de parti. À quelques jours des élections du 29 mai, l'ANC est confrontée à la grogne des Sud-Africains qui estiment qu'il n'a pas tenu ses promesses. Je ne participerai pas au scrutin car honnêtement, que je vote ou non, j'ai l'impression que c'est toujours le même parti qui gagnera. Je fais partie de la minorité qui dit qu'elle ne votera pas. Et quel que soit le parti pour lequel la majorité votera, le parti au pouvoir depuis 2 décennies sera encore là pour une autre décennie. J'ai l'impression que c'est un gaspillage d'énergie. Si certains Sud-Africains décident de déserter les bureaux de vote, d'autres font le choix de se tourner vers le parti politique MK qui promet entre autres de réduire la pauvreté. Le parti au pouvoir n'a pas réussi à satisfaire nos besoins. Nous avions nos contestations et elles n'ont pas été traitées. La raison pour laquelle nous avons rejoint le parti MK est que nous voulons y remédier. L'ANC a échoué. L'ANC lutte pour conserver sa majorité parlementaire, mais les élections pourraient l'obliger à former un gouvernement de coalition nationale. Il s'agirait alors du plus grand changement politique post-apartheid. Plusieurs milliers de personnes réunies mercredi à Téhéran pour rendre hommage à Ebrahim Raïssi, le président iranien mort dimanche dans un accident d'hélicoptère. Le deuil retentit jusqu'en Russie où le président Vladimir Poutine ne tarit pas d'éloges pour l'homme. En effet, c'était un partenaire très fiable, un homme direct, sûr de lui et surtout guidé par les intérêts nationaux.
C'était un homme de parole et c'était un plaisir de travailler avec lui. Je veux dire par là que si nous nous mettions d'accord sur quelque chose, nous pouvions être toujours sûrs que les accords seraient respectés. Au chef de la Douma d'État, Vyacheslav Volodine, qui représente Moscou à ses funérailles, Vladimir Poutine a donné des instructions claires. Pour notre part, nous ferons tout pour que les relations russo-iraniennes se poursuivent dans cette voie. Veuillez transmettre ces mots aux dirigeants iraniens et si nos collègues le demandent, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider. Мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a décrété un deuil national de 36 heures pour la mort du président iranien et les drapeaux en berne sur les bâtiments publics de l'île. Le vice-ministre palestinien chargé des affaires multilatérales, Ammar Hijazi, a salué mercredi la reconnaissance de l'État palestinien par la Norvège, l'Irlande et l'Espagne. Il s'agit d'une reconnaissance historique. Selon nous, cette étape intervient à un moment critique où Israël et l'occupation tentent de faire dérailler ce conflit et de détruire les chances de parvenir à la paix entre les peuples. Ces pays se sont levés pour dire que la seule voie vers la paix, la justice et la sécurité dans cette région est d'accorder au peuple palestinien son indépendance, ses droits et en particulier le droit à l'autodétermination. Cette initiative pourrait accroître la pression sur les poids lourds du continent que sont la France et l'Allemagne pour qu'ils reconsidèrent leur position. Israël a déjà rappelé ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Sur le terrain, la crise humanitaire à Gaza s'est aggravée au cours des 2 dernières semaines depuis qu'Israël a lancé une incursion à Rafah. Avec seulement 12 hôpitaux sur 36 partiellement fonctionnels, le système de santé de l'enclave palestinienne peine à faire face aux dizaines de milliers de blessés de la guerre. Les Nations Unies affirment que même si des hôpitaux de campagne supplémentaires sont opérationnels, l'infrastructure sanitaire est loin d'être suffisante. Beaucoup ont des lésions cérébrales traumatiques et des milliers ont perdu leur capacité auditive à cause des explosions incessantes. Des milliers de personnes attendent également d'être évacuées de Gaza parce qu'elles ont besoin de soins du plus haut niveau. Les personnes ne peuvent pas y accéder en restant à l'intérieur de Gaza parce que le système de santé est à bout de souffle. Depuis le début de la guerre, les opérations militaires israéliennes lancées en représailles touchent durement le système de santé de Gaza. Une aide-soignante a déclaré qu'elle et son équipe avaient été attaquées alors qu'elle quittait un hôpital pour une route sûre. Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave où se trouvaient des dizaines de milliers de déplacés, a été entièrement détruit par une attaque israélienne.